Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous présenter les calculs nécessaires lors d'une injection d'un disque fin en matière plastique. Donc ça, c'est un schéma simplifié où on peut voir la matière passe à travers le canal d'injection, puis elle va couler de manière radiale et divergente. Cette coupe, elle nous montre plus de détails. Donc on peut voir le liquide qui passe à travers le canal parallèle à Z, puis se dirige radialement pour remplir le moule. Et là, on a le front de la matière qui est positionné par R. Bien sûr, la position du front évolue au cours du temps. Alors, le moule, lui, il est de rayon grand R0. Le canal d'injection de rayon petit r0. L'épaisseur du disque sera 2H, avec la condition H sur R0 reste très faible. L'écoulement en nappe, bien l'injection en nappe, va être étudié sous les conditions suivantes. L'injection d'un disque par le centre à débit constant, écoulement axisymétrique, le liquide est supposé newtonien, l'inertie et la gravité seront négligées, l'écoulement est isotherme et sans glissement à la paroi. On cherche donc en fin de compte à déterminer le profil de vitesse dans le liquide entre le front et le rayon d'injection et l'expression de la pression au sein du liquide aussi. Alors pour déterminer le profil de vitesse, on a tout d'abord à déterminer le vecteur vitesse. Je vais choisir un point quelconque du liquide qui est ni situé sur la paroi ni sur un élément de symétrie. Et puis je dessine le vecteur de manière cohérente avec l'écoulement. Là, il sera probablement parallèle à l'axe des airs. Et ce vecteur n'a pas de composante suivant Z ni suivant θ. D'ailleurs, il n'y a aucune raison qu'il le soit. Ce qui fait que la forme du vecteur vitesse est donnée par la forme suivante. On a U dépend de certaines variables et les deux autres composantes V et W sont nulles. Alors pour savoir les variables, je vais changer le point de manière radiale. Je garde la même position Z. Comme l'écoulement s'effectue à un débit constant et que le débit constant a une position radiale petite ou un grand rayon, il est constant, donc la vitesse diminue du moment où la section augmente quand le rayon augmente. Donc, finalement, U dépend de la composante R. Pour la variable Z, si je change la position, ici, j'ai choisi le point sur la paroi, là où il n'y a pas de glissement de liquide avec la paroi. Et donc, la vitesse est nulle, ce qui fait que si je change la position Z, donc la vitesse change aussi. Et d'ailleurs, elle va être maximale sur le plan de symétrie. Donc, en conclusion, le vecteur vitesse est égal à U de RZ 0, 0. Alors maintenant, je vais déterminer le tenseur gradient de vitesse, qui est L, qui est donné par cette équation dans le système des coordonnées cylindriques. Je vais faire apparaître le vecteur vitesse pour identifier tout simplement les composantes nulles. Ici, par exemple, quand V égale à 0, d de V sur dr est nul. Pour les composantes de W sont nulles également. Les trois composantes sont nulles. Par contre, d de U sur dr, c'est une composante non nulle car tout simplement U dépend de R. Et ici, par exemple, pour le deuxième terme de la première ligne, on a d de U sur dθ, donc c'est nul parce que U ne dépend pas de θ, et V est une composante nulle, ce qui fait que le tenseur gradient de vitesse est donné par
expression suivante, on trouve deux composantes sur la diagonale qui représentent les gradients de vitesse élongationnels et une composante de cisaillement représentée par d de u sur dz. Alors après, on peut déterminer également le tenseur taux de déformation qui est donné par l'expression d qui est égale à 1 demi L plus L transposé. Et donc, on obtient un tenseur symétrique qui a deux composantes d'extension et deux composantes de cisaillement qui sont égales. Pour déterminer le tenseur des contraintes visqueuses liées à la loi de comportement, puisqu'on connaît le tenseur des taux de déformation D, pour un fluide newtonien, le tenseur des contraintes visqueuses est égal à 2 fois la viscosité du fluide fois le tenseur D. Donc, on peut identifier facilement maintenant taux RR, taux θ, θ non nul, et taux RZ et taux ZR qui sont égales et non nuls aussi. Maintenant, on va appliquer la loi de conservation de la masse qui est donnée dans le système de coordonnées cylindriques par l'équation suivante. Mais ceci dit, on peut l'appliquer aussi à travers trace du tenseur D égale à 0, ou bien trace du tenseur taux est égal à 0 puisqu'il s'agit d'un liquide incompressible. Voilà. Ici, je fais apparaître le vecteur vitesse pour identifier rapidement les termes nuls. Donc V, c'est une composante nulle. W l'est également. Et donc, l'équation se réduit à d de u sur dr plus u sur r égale à 0. À partir de cette équation, je vais faire apparaître ou bien deux expressions à retenir. d de u sur dr est égal à moins u sur r, d'une part, que je vais utiliser plus tard aussi, ou bien je vais réarranger l'équation de cette manière, et donc c'est une équation différentielle qui a une solution où u est égal à une fonction qui dépend que de z divisée par le rayon. Conservation des quantités de mouvement, donc elle est donnée par trois équations en fonction des composantes du tenseur de contrainte. On a taux RR ici par exemple, taux θR, taux RZ, ZR, pardon, taux θθ. Donc je vais afficher de nouveau le tenseur contrainte pour voir les termes qui sont nuls. Ici par exemple, sur la première équation, on a taux de θR, sa dérivée par rapport à θ est nulle. Pour la deuxième équation, on a donc taux Rθ, taux θθ, taux Zθ, taux θR et taux Rθ, qui sont facilement identifiables et également nuls, sauf que taux θθ c'est un terme non nul, mais il ne dépend pas de θ, donc sa dérivée est nulle. Alors, pour la troisième équation, θz, taux de θz, donc taux de θz c'est ici, ou ici plutôt, et donc on a deux termes nuls, et du coup le système d'équations se réduit aux trois équations différentielles numérotées 1, 2 et 3. Alors on a à résoudre ce système d'équations. Je vais faire apparaître le système d'équations de nouveau afin d'identifier le travail plus facilement. Alors je vais commencer par l'équation 2 qui nous donne d de p sur dθ égale à 0. Ça veut dire que la pression dépend que de R et Z. À partir de l'équation 3, j'ai taux Rz que je remplace par son expression, qui n'est autre que d, mu d de u sur dz.
Et comme j'ai l'expression de U est égale à A2Z sur R, je vais remplacer U par son expression ici. Et donc, j'obtiens cette équation-là. Donc, je remarque que j'ai à faire une différentielle D sur dr d'une fonction à Z, ou bien sa dérivée par rapport à Z. Donc, elle ne dépend que de Z, ce qui fait que la dérivée par rapport à R sera nulle. Et du coup, on en conclut que d de P sur dz égale à 0, et par conséquent, P est une fonction du rayon seulement. Je vais appliquer l'équation 1 avec l'équation de conservation de la masse, dont je veux retenir l'expression d de U sur dr est égale à moins U sur R. Alors, la première équation, elle contient taux RR, taux RZ et taux θθ, que je peux remplacer à partir d'ici, et je vais les intégrer dans l'équation 1. Donc là, j'ai mu d de U sur dz, et là aussi, θθ est égal à U de U sur R fois mu, qui est égal à d de P sur dr. Alors je vais commencer par le premier terme, afin de le simplifier et l'identifier plus facilement. Alors je vais commencer par d de U sur dr, que je connais comme expression est égal à moins U sur R, que je remplace. Je fais une simplification de nouveau, et je retrouve de nouveau que j'ai d de U sur dr, que je vais remplacer une deuxième fois par cette expression, moins U sur R, et du coup, donc, ce terme-là est égal à 2 mu U sur R au carré. Ce terme est le même que celui-là, avec un signe moins, ce qui fait que les deux termes s'annulent. Alors, l'équation, maintenant, se réduit à d sur dz de mu d de U sur dz égale d de P sur dr, sachant que U est égal à de z sur R, je peux remplacer ici, et l'équation différentielle finale obtenue est mu sur R, d carré sur dz carré à 2z, de A2Z est égal à d de P sur dr. Cette équation différentielle, donc, je vais la réarranger de nouveau, c'est-à-dire je vais prendre mu sur R qui se trouve à gauche de l'égalité et je vais le ramener plutôt du côté d de P sur dr. Et donc finalement j'obtiens d carré sur dz carré de A de Z est égal à R sur mu d de P sur dr. Deux équations différentielles, la première elle dépend que de la variable Z et la deuxième elle dépend que de la variable R. Donc ils ne peuvent être égales qu'à une constante près. Je vais commencer par, donc j'ai deux équations différentielles à intégrer. La première c'est d carré sur dz carré a de Z est égal à C. Et la deuxième équation différentielle, pour déterminer le profil ou bien la distribution de la pression, sera R sur mu d de P sur dr est égal à C. Donc c'est ma deuxième équation différentielle. Donc je vais commencer par la première, avec une première intégration. Elle va donner tout simplement d sur dz de A de Z est égal à CZ plus une constante d'intégration. Cette constante d'intégration peut être déterminée à partir de la condition limite d sur dz de A quand z égale à 0, car tout simplement d sur dz de U à n'importe quelle position radiale et z égale à 0, c'est égal à 0. Sachant que U est égal à 2z sur R, donc à partir de là, j'en conclus que d de A sur dz, à z égale 0, c'est égal à 0. Et on en conclut que c'est 1 égale à 0. Alors sur le schéma ici, pour identifier plus facilement que le d de U sur dz en z égale à 0 égale à 0, donc j'ai dessiné approximativement le profil de vitesse ici, puis j'ai dessiné la tangente de ce profil quand z égale à 0, là, et donc la dérivée de U par rapport à z est bien nulle puisque la tangente est verticale.
La deuxième intégration, donc après une première intégration, je fais une deuxième intégration de ma première équation différentielle qui va me donner A de z est égal à cz carré sur 2 plus une deuxième constante d'intégration que je peux déterminer à partir de la condition limite suivante. A de z quand z égale à h égale à 0 car u RH égale à 0. U RH c'est la vitesse à la paroi. Et la vitesse à la paroi ici, puisque l'écoulement se déroule sans glissement, donc la vitesse est nulle à la paroi et du coup donc on détermine la constante C2. Alors maintenant, connaissons l'expression de C2, donc j'ai A de Z est égal à C sur 2Z carré moins H carré, puisque U est égal à 2Z sur R, donc je remplace, je trouve l'expression de U, R de Z, en fonction de C, une constante que je ne connais pas encore, R, Z carré et H carré. Alors pour déterminer la constante C, on peut la déterminer à partir du débit volumique, sachant qu'il est constant. Et donc l'équation du débit volumique est donnée par l'intégrale U fois ds. Donc ds est représenté ici par R, dθ et dz. C'est l'élément de surface qui est perpendiculaire à U. Donc, ici, je remplace U par son expression dans l'intégrale et j'intègre sur θ, donc j'ai 2π. Et pour Z, donc quand je remplace, j'intègre pour Z, j'intègre entre moins H et plus H. Par contre, quand je remplace U de RZ, je vois que le R va disparaître. Vous voyez, donc ici j'ai R de U de R de Z et multiplié par R, donc il va disparaître. Donc il est indépendant de R, qui est égal, bien sûr, le débit est égal à une constante. Alors après intégration, on va trouver l'expression du débit volumique qui est égal à moins 4π sur 3 H cube fois C. Le débit n'est pas négatif, mais en fait c'est le C qui est négatif. Et si je remplace C par son expression dans l'équation de la vitesse de R de Z, donc j'obtiens l'expression finale de la vitesse en tout point RZ dans le liquide. Donc il est égal à 3/8 QV sur pi h cube 1 sur R fois h carré moins Z carré. Alors pour l'expression de la pression, je vais utiliser la deuxième équation différentielle et R sur mu d2p sur dr est égal à C. C, on connaît son expression. Je vais réarranger l'équation de la sorte qu'elle devient évidente ou bien l'intégrale de cette équation devient évidente. Donc si j'intègre des deux côtés, j'obtiens l'expression de la pression en fonction. Donc ça c'est l'expression de la pression à une position R en fonction de la position R et c'est le log népérien de R plus une constante d'intégration C3. Cette constante peut être déterminée par la condition limite en R égale à grand R. Grand R, c'est le front de la matière. Et la pression est égale à 0 à cette position-là. Alors ça, on peut le voir sur le schéma ici. Si j'ai pris le point rouge sur le front de la matière, donc on a de l'air de ce côté et du liquide de l'autre côté. Et on a supposé que l'air qui se trouve dans cette cavité est le même que l'air qui se trouve à l'extérieur. En fait, sur le schéma, on ne le voit pas très bien parce qu'il nous semble que l'empreinte est fermée. Mais en fait, la réalité, les moules sont fabriqués en plusieurs pièces, au moins 2. Et donc, on a quelque part un plan de joint qui à travers lequel l'air peut échapper. Parce que si l'air ne peut pas échapper, donc la pression va augmenter dans cette partie vide et finalement elle va équilibrer avec le front et on obtient une pièce incomplète. Donc finalement la constante C3 peut être déterminée avec grand R qu'on va remplacer dans l'expression de P de R et on trouve donc la répartition de la pression dans le liquide, c'est-à-dire entre R0
et le front de la matière. Donc, elle dépend du rayon, bien du front, de la position du front de la matière, et pour n'importe quelle position petit r, entre petit r0 et grand R. Alors, si on veut savoir la pression d'injection, ou bien au point d'injection, il suffit de remplacer le petit r ici par le rayon du canal d'injection petit r0. Et bien sûr, en fonction du grand R. Ça veut dire que la pression d'injection évolue tant que R évolue. Alors, à la fin, quand le grand R, le front de la matière, atteint le rayon grand R0, donc on obtient la pression maximale au point d'injection, ici, quand le rayon du front atteint le rayon du moule. Donc on parle ici de la pression de remplissage.